mesdames et messieurs, au studio de Bonjour l'Égypte, et voici notre premier débat pour aujourd'hui. La région traverse une nouvelle phase de forte tension, marquée par la reprise des frappes et les incertitudes qui entourent l'avenir du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, alors que les efforts de médiation se poursuivent pour éviter une escalade militaire aux conséquences potentiellement régionales et internationales. Quelles sont les véritables causes de la détérioration de la situation et quels seront les impacts de cette escalade sur la région? Pour analyser toutes ces questions, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, permettez-moi de commencer avec la question la plus évidente. Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont conduit à l'effondrement aussi rapide de l'accord de cessez-le-feu? Alors moi je trouve qu'il y a une simple raison, et c'est la raison la plus claire de tout ce qui se passe depuis l'accord principal qui devait durer pour 60 jours. Je trouve que c'est la détermination des deux parties de se battre pour redéfinir le futur équilibre stratégique au Moyen-Orient avec leur présence. Alors chacun des deux parties veut insister qu'il est un poteau fondamental pour le futur du Moyen-Orient. Et c'est d'ici que vient ce point, certainement sans compter qu'il y a un point très important qui est l'absence de la confiance entre les deux parties. N'oublions pas que ce soit les États-Unis, certainement, et Israël de son côté, ou l'Iran et ses supporters, ça fait déjà plus de décennies qu'ils sont en guerre ensemble, que ce soit des guerres ouvertes, telles qu'on l'a vu dans les dernières guerres qu'on a vues dans la région, ou que ce soit avec des sanctions, avec des problèmes causés, des problèmes économiques causés pour chacun des deux parties, et ainsi de suite. Oui. Et c'est d'ici que vient exactement la raison pour laquelle on est aujourd'hui. Il y a aussi un point très important qu'on doit toujours citer, c'est qu'il y a le joueur absent ou présent dans tous les cas qui est Israël. Oui. Israël est la seule partie qui veut que cette guerre dure à jamais. Je trouve, de mon point de vue, que ce soit les États-Unis ou l'Iran, ils veulent chercher à trouver une base sur laquelle ils peuvent les deux négocier, mais je pense qu'Israël aussi ne laisse pas ces deux joueurs trouver cette base commune pour pouvoir communiquer. Toujours Israël veut que cela continue. Et c'est clair, la fin de cette guerre marquera aussi la fin de ce gouvernement d'extrême droite dirigé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Alors pour lui, si cette guerre termine avec un accord pacifique entre les deux parties, cela veut dire d'une manière très claire la fin de sa carrière politique en tant que Premier ministre d'Israël. Ici vient le danger que représente la paix pour ce gouvernement d'extrême droite israélienne, et pourquoi Israël veut toujours continuer avec cette guerre. Qui dirige actuellement les efforts de médiation? Alors, les efforts de médiation, à part certainement le Pakistan qui a joué un rôle principal, je trouve qu'il y a un rôle très important qui doit être joué par l'Égypte. Et je veux dire l'Égypte avec certainement la consolidation et avec le support des pays arabes. Je pense que l'Égypte et l'Arabie saoudite doivent jouer un rôle déterminant et peuvent maintenant jouer ce rôle déterminant. Non seulement pour désamorcer la crise actuelle, mais surtout pour promouvoir une nouvelle, disons, architecture régionale de sécurité. On a vu déjà que ces deux pays, forcément, une fois qu'ils sont ensemble, on peut toujours trouver des changements. L'Égypte, avec son histoire et
ses qualifications politiques et certainement l'Arabie saoudite en tant qu'un des plus grands pays aussi de la région et des pays islamiques est certainement un hub énergétique dont le monde entier en a besoin. Alors ces deux pays dans cette région peuvent d'une manière ou d'une autre aider à trouver une solution. On a vu d'ailleurs un point que je trouve très important, que pendant les funérailles du guide suprême décédé ou assassiné Ali Khamenei, on a vu une représentation saoudienne dans les obsèques. Alors cela veut dire que l'Arabie saoudite cherche toujours à jouer un rôle diplomatique malgré qu'elle vient de recevoir quelques missiles iraniens. Et cela veut dire que l'Arabie saoudite cherche à jouer un rôle. L'Égypte certainement qui a toujours joué un rôle à cause de sa politique d'équilibre stratégique, comme on le rappelle toujours, est qualifiée pour jouer ce rôle. Mais maintenant, avec l'Arabie saoudite, je pense qu'on peut jouer un meilleur rôle pour calmer la situation et trouver un espace commun où les Américains et les Iraniens peuvent trouver un accord définitif pour la crise actuelle et toute autre crise. Et dans le contexte actuel, quelle marge de manœuvre diplomatique possède le Caire? Alors, le premier point, c'est celui que je viens d'évoquer maintenant, c'est celui de l'équilibre stratégique. Que l'Égypte jouit d'une confiance de tous les partis, même avec la présence d'une force militaire calculée et décidée par le Caire pour aider les pays du Golfe à se défendre contre les attaques iraniennes. L'Iran n'a pas riposté ou n'a pas marqué son désagrément. Au contraire, on a entendu qu'on comprend les raisons pour lesquelles le Caire aide ses frères et sœurs dans les pays du Golfe à pouvoir se défendre contre toute attaque extérieure. Alors cela montre que l'Égypte a un atout très important, qu'on possède la confiance des pays du Golfe, celui de l'Iran, des États-Unis et même d'Israël qui comprend exactement quelles sont les situations, malgré que sur le point bilatéral, il y a beaucoup de problèmes actuellement entre Israël et l'Égypte, notamment avec cette idée folle de le grand Israël, y inclut des territoires égyptiens et d'autres pays arabes aussi, ce qui montre que Israël a toujours des idées expansionnistes de pouvoir s'élargir à coup des pays du Moyen-Orient. C'est une idée que je trouve folle parce que ça marque la destruction totale d'Israël si elle pense à achever cela. Mais quand même, je veux dire que cela cause des tensions entre l'Égypte et Israël, mais toujours il y a une base sur laquelle on peut toujours discuter avec les Israéliens et pouvoir les mettre en règle sur ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne doivent pas faire. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les monarchies du Golfe frappées par l'Iran frappent eux aussi l'Iran? Je ne crois pas que cela est envisageable pour la simple raison que les pays du Golfe cherchent à calmer la situation plutôt, avec des compromis, même de leur part, pour ne pas heurter leur économie et certainement les chaînes d'approvisionnement énergétique d'un côté et la stabilité dans leur pays de notre côté. N'oublions pas que, à la fin du compte, les pays du Golfe ne sont pas taillés pour mener des grandes guerres. Elles peuvent se défendre, mais elles ne peuvent pas mener des guerres offensives. Et d'ailleurs, si on a besoin de parler d'une guerre ouverte avec l'Iran, alors on parle certainement des guerres offensives dont les pays du Golfe ne sont pas prêts et ne veulent pas arriver à ce point. Parce que cela va déstabiliser leur économie, qui sont déjà, à cause de la guerre actuelle et à cause de la crise actuelle, sont fragiles.
N'oublions pas qu'il y a aussi les trois d'Ormuz dans 20% des exportations du Golfe pour le monde entier du pétrole viennent ou parvient par cet étroit. Alors, les pays du Golfe n'ont pas intérêt à escaler la guerre actuelle ou la mener d'une autre manière. Sinon, ils seront exactement dans le même camp d'Israël qui ne cherche qu'à escaler la situation et aggraver la tension entre les États-Unis et l'Iran. Je trouve que même avec les frappes actuelles, mais on va toujours aboutir à des frappes calculées qui ne mènent jamais à une guerre ouverte. Parce que ni l'Iran, ni les États-Unis cherchent à arriver à ce point. Je pense que la question principale qu'on doit se demander, est-ce que ces deux parties peuvent toujours contrôler le niveau de cette guerre à ne pas escaler, à devenir une confrontation générale, où ils sont toujours en contrôle, de sorte que ce sont des frappes calculées, seulement à donner des leçons, mais pas à arriver au point d'une guerre largement qui peut heurter toute la région du Moyen-Orient. Et selon vous, quels sont les scénarios envisageables si les efforts de médiation échouent dans les prochains jours? Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors, premièrement, je parle du scénario le plus probable, je trouve. Il y aura un retour progressif aux négociations, peut-être dans un nouveau cadre, pas nécessairement celui des 60 jours. Alors, on peut élaborer un peu plus, parce que je pense que 60 jours ne suffira pas pour pouvoir arriver à une solution totale de tous les problèmes pendants entre les États-Unis et l'Iran. Alors, il y a un autre scénario aussi envisageable, c'est celui d'une tension assez durable. Il n'y aura ni guerre ni paix, mais une succession de frappes qui seront toujours limitées, avec l'exertion de pression économique, notamment sur l'Iran, parce que l'Iran, on le sait tous, souffre de problèmes économiques. C'est pour ça que durant les négociations, le point le plus important pour eux était celui de libérer les milliards gelés, on parle d'ailleurs de 24 milliards de dollars gelés dans les banques américaines, qui sont déjà dans les pays du Golfe, qui peuvent être déjà donnés à l'Iran s'il y aura un accord. Et d'autre côté, de pouvoir vendre son pétrole d'une manière libre, sans sanctions, comme telle qui était imposée durant ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre froide qui existait pendant des décennies entre l'Iran et les États-Unis. Un troisième scénario, peut-être une confrontation régionale, mais toujours limitée, peut-être suite à un incident majeur. Et puis, arrivons au pire des scénarios, c'est une guerre générale. Je trouve que c'est un scénario qui est le moins portable, je trouve. Pas seulement parce qu'il est impossible, mais parce que son coût serait insupportable pour tous les partis, y inclus les pays du Golfe, qui n'ont pas vraiment subi une bonne protection des États-Unis pendant la guerre précédente, notamment que tous les logistiques, toutes les capacités étaient déployées seulement pour Israël en première instance, ensuite les pays du Golfe, et ce qui a démontré aux pays du Golfe qu'on ne peut pas compter uniquement sur les défenses américaines, qui ne sont pas toujours présentes quand on a besoin, malgré les milliards et même les trillions qui ont été déjà dépensés pour être investis aux États-Unis pour sécuriser les pays du Golfe. On a vu que cela n'a pas suffi les États-Unis pour sécuriser suffisamment les pays du Golfe, et c'est pour ça que plusieurs installations civiles ou même militaires qui appartiennent aux bases américaines dans ces pays ont été attaquées sans pouvoir vraiment offrir une défense forte pour les pays du Golfe. Nous savons que le dossier libanais est utilisé directement pour faire pression ou pour saboter les négociations entre Washington et Téhéran. Comment le Liban, un pays déjà fragilisé par ses problèmes internes, par des guerres internes, pourrait sortir de cette crise? Alors,
Je trouve que le dossier libanais, malgré ce que vous venez de dire maintenant, est un dossier très sensible, pas seulement parce qu'il est en train de heurter ce pays déjà fragile, comme vous venez de le préciser, mais plutôt parce que la présence de Hezbollah, comme on l'a dit plusieurs fois sur votre photo ici, que la présence de Hezbollah devient plus intéressante et plus bénéfique pour Israël que pour le peuple libanais. Alors, le Hezbollah est devenu très faible. Il n'est pas à ses capacités qu'il y avait depuis quelques années à cause des frappes continues d'Israël sur le sud du Liban et même arrivant jusqu'à Beyrouth. Oui. Et d'autre côté, à cause de ce qu'on appelle la guerre des pagers, comme on le dit, quand on a pu tuer plus de 3000 des opératifs de Hezbollah. Et cela certainement a affaibli totalement Hezbollah. Mais sa présence, même faible, représente un intérêt très bien pour Israël. Parce que Israël, étant donné qu'elle est la seule puissance forte dans la région israélo-libanaise, peut toujours dicter ses conditions au gouvernement libanais qui est très faible, comme on le sait. Oui. On peut toujours exiger au gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah, ce qu'on sait tous que c'est impossible de le faire de la part du gouvernement et de l'armée officielle libanaise, mais en même temps cela représente un alibi suffisant pour Israël de pouvoir rentrer quand elle veut, tout elle veut. Parce qu'à la fin du compte, et c'est ça le point le plus important, Israël, malgré toutes ces déclarations qui ne représentent que des mensonges, n'a pas vraiment intérêt à quitter le Liban. On sait toujours qu'Israël est un pays expansionniste et qui veut ajouter des territoires libanais au territoire d'Israël, comme elle l'a fait avec la Syrie, comme elle l'a fait avec la bande de Gaza, qui d'ailleurs elle occupe déjà 60% de la bande de Gaza, et coince les Palestiniens dans 40%, et même moins. Et d'autre côté, dans la Cisjordanie, où elle est en train d'élargir les colonies présentes et d'ajouter de nouvelles colonies pour pouvoir totalement isoler les parties déjà annexées à Israël, loin de la portée du gouvernement palestinien. Alors Israël, en tant que pays expansionniste, veut ajouter du territoire libanais. Alors la question n'est pas vraiment celle de Hezbollah, malgré que c'est toujours l'alibi qu'utilise Israël, mais la question est d'une manière très claire, comment est-ce qu'on peut annexer plus de territoire libanais au territoire d'Israël. On doit toujours, dans chaque point quand on parle d'Israël, on doit toujours mentionner, que ce soit dans nos médias ou ailleurs, qu'Israël est le seul pays du monde qui ne veut pas déclarer où sont ses frontières finales de ce pays. On ne sait pas, personne ne le sait. Je pense que même pas le Premier ministre israélien sait exactement où sont les territoires, la fin du territoire israélien, parce que tant qu'il peut annexer d'autres territoires des pays voisins, alors il continuera à s'élargir pour marquer ses territoires finaux un jour, peut-être dans le siècle prochain, si on le laisse faire cela. Et comment vous évaluez le rôle joué par la Chine, la Russie, la France et l'ONU dans cette crise? Alors, je trouve que le rôle premièrement de l'ONU est un rôle minimal, malheureusement, dans tous les fronts, sur tous les côtés, simplement parce que les États-Unis sont rentrés dans cette guerre avec toute leur ampleur et toute leur force. Alors, là, personne ne peut évoquer les Nations Unies parce qu'il y aura un veto qui est pris certainement de la part de la superpuissance qui est les États-Unis, tel qu'on l'a vu avec d'autres incidents avec la Russie. On ne peut pas trouver un point aux Nations Unies où on peut condamner un des 5 grandes puissances du Conseil de sécurité. Alors, oublions actuellement le rôle des Nations Unies, qui peut servir comme un rôle futur, après arriver à un agrément, ou certainement dans les questions humanitaires ou autres, c'est là où les Nations Unies peuvent jouer
un rôle important. En ce qui concerne la Russie, alors la Russie souhaite d'éviter une victoire américaine. Certainement, elle essaie à tout prix que les États-Unis ne marquent pas une victoire qui peut être marquée par une puissance additionnelle aux États-Unis. La Chine, de son côté, veut avant tout protéger ses approvisionnements énergétiques. C'est pour ça que malgré le support que fournit la Chine pour l'Iran, mais pas d'une manière claire, mais d'une manière assez explicite. Oui. Alors, malheureusement, notre temps arrive à bout, mais je tiens à vous remercier infiniment l'ambassadeur Medhat El Meligui, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous laisse